Dans un monde où chaque soupir devient un titre, où chaque absence alimente les rumeurs, son mutisme a longtemps été interprété comme une preuve d'élégance, de dignité, de force. Alexandra Pastor, héritière d'un empire immobilier discret mais colossal, semblait avoir fait de la retenue une seconde peau. À ses côtés, David Hallyday, fils d'une légende, musicien lui-même, portait un nom trop lourd pour être neutre. Ils formaient un couple que la presse décrivait en quelques mots figés, beau, solide, réservé. Mais derrière les portes closes, le silence n'était pas toujours synonyme de paix. Ce récit commence précisément là où tout semblait immobile. Une union sous les projecteurs invisibles. Leur mariage n'avait jamais été un spectacle. Pas de faste excessif, pas de déclaration flamboyante. Contrairement à tant d'unions médiatisées, la leur semblait presque anachronique. Deux univers puissants mais opposés, l'un façonné par l'héritage, l'autre par l'exposition publique. L'un obsédé par la discrétion, l'autre poursuivi par une mémoire collective impossible à effacer. Très tôt, une tension subtile s'est installée. Pas une violence visible, pas des cris, mais cette pression sourde que connaissent bien ceux qui vivent dans l'ombre de noms trop grands. Alexandra venait d'un monde où le contrôle est une vertu cardinale, là où chaque émotion est gérée comme un actif stratégique, là où la fragilité ne se montre pas car elle peut être exploitée. Elle avait appris, dès l'enfance, que le silence protège plus sûrement que la vérité. David, lui, avait grandi dans le bruit, dans l'excès, dans les blessures publiques. Il connaissait le prix d'une vie racontée par les autres, déformée, amplifiée, parfois trahie. Leur rencontre avait ressemblé à une promesse d'équilibre. Elle, la stabilité. Lui, la sensibilité. Mais les équilibres s'y sont fragiles quand ils reposent sur des non-dits. Le poids des héritages. Dans cette histoire, il n'y avait pas seulement deux individus. Il y avait des lignées, des attentes, des fantômes. Du côté d'Alexandra, une famille où l'image est une architecture à préserver, où chaque geste doit renforcer la solidité du bâtiment social. Un mariage n'y est jamais uniquement une affaire de sentiments. Il est aussi une alliance, une projection, parfois une stratégie. Du côté de David, l'héritage était plus chaotique. Le nom Hallyday n'était pas seulement célèbre, il était chargé d'émotions collectives, de passions populaires, de drames rendus publics. Être le fils d'eux signifiait être constamment comparé, évalué, disséqué. Dans ce contexte, l'amour devait se frayer un chemin entre deux conceptions opposées de la vie privée. Et peu à peu, ce chemin s'est rétréci. Quand le silence devient une prison, les premières fissures ne sont pas venues de grandes disputes, mais de petites absences, de regards qui se détournent, de conversations écourtées, de décisions prises seules. Alexandra se repliait, David se questionnait. Elle pensait protégée. Il se sentait exclu. Dans les cercles proches, on parlait d'un couple calme. Mais le calme, parfois, est une mer trop plate, annonciatrice de tempête. Le silence, quand il s'impose, peut devenir une forme de domination douce, presque invisible. Dans ce mariage, chacun avait sa propre définition de la loyauté. Pour Alexandra, être loyal signifiait préserver l'image commune, quoi qu'il en coûte. Pour David, la loyauté passait par la vérité émotionnelle même imparfaite. Deux langages incompatibles. L'isolement progressif. Au fil des années, la distance s'est installée comme une habitude. Pas de scandale, pas de drame public, juste une lente érosion. Alexandra aurait commencé à ressentir une forme d'effacement. Non pas parce qu'elle manquait de pouvoir ou de reconnaissance sociale, mais parce que son rôle semblait figé. Épouse, mère, figure discrète, pilier silencieux. David, de son côté, aurait vécu la relation comme un espace de plus en plus étroit. Un lieu où il devait constamment mesurer ses mots, ses silences, ses choix, de peur de troubler un équilibre déjà fragile. Ainsi naissent les mariages que personne ne soupçonne, ceux qui ne font pas de bruit, mais qui épuisent. Le divorce, une libération muette. Quand la séparation est finalement survenue, elle n'a pas explosé. Elle s'est dissoute, comme si le couple avait déjà cessé d'exister bien avant l'annonce officielle. Aucun règlement de compte médiatique, aucune interview choc, aucune confession. Et pourtant, c'est précisément ce silence post-divorce qui a intrigué. Pourquoi tant de retenue après tant d'années ? Pourquoi aucune tentative de réécriture publique de l'histoire ? La réponse est simple et tragique. Parce que certaines blessures ne cherchent pas de spectateurs. Parce que certaines expériences sont trop lourdes pour être livrées au jugement collectif. Mais le silence n'est jamais éternel. Il y a des mariages qui s'effondrent dans le fracas. Et puis, il y a ceux qui se délitent dans le silence, pièce après pièce, comme un mécanisme trop bien huilé pour grincer. C'est précisément cette mécanique invisible qui a lentement transformé l'union en une épreuve quotidienne. Le contrôle comme langage de l'amour, dans certains univers, le contrôle n'est pas perçu comme une contrainte. Il est présenté comme une forme de protection, une manière d'aimer sans se livrer, une discipline émotionnelle héritée de générations entières. Alexandra avait grandi dans ce langage-là, un langage où l'on ne demande pas « que ressens-tu ?», mais plutôt « est-ce raisonnable ?
Est-ce stable? Est-ce acceptable? Elle ne cherchait pas à dominer, mais à contenir, à empêcher le chaos d'entrer dans un espace qu'elle croyait devoir rester parfaitement maîtrisé. Les émotions trop fortes, les doutes exprimés à voix haute, les failles visibles, tout cela était perçu comme des risques. David, lui, venait d'un monde où l'excès émotionnel faisait partie du paysage, où l'on vit fort parce que l'on a appris que le temps peut tout emporter, là où le contrôle n'est pas une valeur suprême, mais parfois une illusion. Le malentendu était profond, elle croyait sécurisée, lui se sentait étouffé. La solitude à deux. Avec le temps, la relation aurait pris une forme étrange, celle d'une coexistence parfaitement organisée. Les agendas s'imbriquaient, les responsabilités étaient réparties, la vie familiale semblait fonctionner avec une efficacité presque clinique. Mais derrière cette organisation impeccable se cachait une solitude particulière, celle que l'on ressent en présence de l'autre. Dans ce récit, les discussions essentielles étaient souvent reportées. Pas par lâcheté, mais par habitude. On se disait qu'il y aurait un meilleur moment, un instant plus calme, une période plus propice. Ce moment n'est jamais venu. Les désaccords devenaient des silences, les frustrations, des sourires polis, les besoins affectifs, des concessions invisibles, et chaque concession non exprimée ajoutait une couche de distance. L'identité effacée. Peu à peu, David aurait commencé à douter de sa place, non pas en tant que père ou compagnon, mais en tant qu'individu. Dans cet univers réglé, il ne savait plus s'il existait pour ce qu'il était ou pour ce qu'il représentait. Un nom, une image, un équilibre à préserver. Alexandra, de son côté, aurait ressenti une autre forme d'effacement, celui de la femme derrière le rôle. Héritière, épouse, mère, des fonctions claires, mais peu d'espace pour le désordre intérieur. Elle se serait souvent demandé si elle avait le droit d'être fragile, ou si cette fragilité devait rester soigneusement dissimulée. Ainsi naît une tragédie silencieuse. Deux personnes qui se protègent mutuellement, jusqu'à se perdre. Le non-dit comme arme douce, ce qui rend ce type de relation particulièrement destructeur, c'est l'absence de conflit visible. Personne ne peut désigner un coupable. Il n'y a pas de scène marquante, pas de phrase irréparable, pas de gestes violents, seulement des décisions prises seules, des choix non partagés, des attentes jamais formulées. Le non-dit devient une arme douce. Il ne blesse pas immédiatement, mais il use. Il crée une hiérarchie invisible où celui qui maîtrise le silence détient le pouvoir. Et celui qui cherche la parole finit par se taire. L'amour sous condition, avec le temps, l'amour aurait pris une forme conditionnelle. On s'aime tant que tout reste stable. On s'aime tant que personne ne déborde. On s'aime tant que l'image ne se fissure pas. Mais l'amour, quand il est soumis à trop de conditions, cesse d'être un refuge. Il devient un contrat implicite, fragile, constamment menacé par la moindre imperfection. David aurait commencé à ressentir que chaque émotion devait être justifiée, rationalisée, acceptable. Et Alexandra, elle, aurait ressenti le poids écrasant de devoir tout tenir, tout anticiper, tout contrôler. Deux prisons différentes, un même enfermement. Les premiers aveux intérieurs s'achèvent sur une prise de conscience silencieuse. Pas une décision, pas encore, mais une vérité que chacun aurait commencé à formuler intérieurement, sans oser la partager. Ce mariage n'est plus un lieu de repos. Quand une relation cesse d'être un abri et devient un champ de vigilance permanente, la rupture n'est plus une question de si, mais de quand. Il n'y a pas toujours un moment précis où tout bascule. Parfois, la rupture ne ressemble pas à une explosion, mais à une fatigue profonde, irréversible. Une lassitude qui ne crie pas, mais qui s'installe comme une évidence. La fracture n'est pas née d'un événement spectaculaire. Elle est née d'un constat intime, presque banal et pourtant dévastateur. Continuer ensemble demandait désormais plus d'efforts que se séparer. Le jour où réparer devient impossible pendant longtemps, chacun avait cru que la situation était temporaire. Une phase, une période de tension comme tant d'autres couples en traversent. On se promet intérieurement que ça ira mieux sans jamais définir quand ni comment. Mais il arrive un moment où cette promesse cesse d'être crédible. Dans cette histoire, ce moment serait venu sans drame. Un matin ordinaire peut-être. Un échange anodin vidé de toute émotion, un regard qui ne cherche plus à comprendre, seulement à éviter le conflit. C'est là que la fracture apparaît, quand l'idée même de réparer semble épuisante. La peur de parler et celle de se taire, ce qui rend la séparation si complexe dans ce type de relation, ce n'est pas l'absence d'amour, mais la peur. Peur de blesser, peur de détruire un équilibre familial, peur de provoquer une tempête médiatique, peur surtout de dire à voix haute ce que l'on sait déjà. Dans ce récit, Alexandra aurait redouté la parole parce qu'elle risquait d'ouvrir une brèche incontrôlable. Une fois le silence rompu, il n'y aurait plus de retour possible. Or, elle avait été formée à préserver, pas à démolir. David, lui, aurait craint l'inverse, que le silence devienne définitif, que l'absence de mots finisse par effacer toute possibilité de vérité émotionnelle.
Par le passé, il avait déjà appris ce que coûte une vie passée à se taire pour protéger les autres. Entre ces deux peurs opposées, la relation se retrouvait figée. La décision solitaire. Dans de nombreux couples, la rupture est une décision partagée. Dans d'autres, elle est prise intérieurement bien avant d'être annoncée. Chacun sait mais personne ne dit. La décision se serait imposée lentement, sans déclaration solennelle, une évidence silencieuse. Rester ensemble signifiait se perdre davantage. Ce type de décision est le plus douloureux, car il ne permet pas de désigner un responsable. Il n'y a pas de faute claire, seulement une incompatibilité devenue insurmontable. Et pourtant, cette lucidité n'apporte pas immédiatement le soulagement. Elle s'accompagne d'un sentiment de deuil anticipé, celui de ce que le couple aurait pu être, mais n'a jamais réussi à devenir. Le divorce s'en crie. Quand la séparation est finalement actée, elle ne ressemble pas à une libération spectaculaire. Elle est administrative, calme, presque froide. Dans ce récit, le divorce aurait été organisé avec une précision chirurgicale, tout était réglé pour éviter le chaos, les enfants protégés, l'image préservée, les cercles extérieurs rassurés, mais ce calme apparent masquait une tempête intérieure. Car se séparer sans colère, c'est aussi se priver d'une catharsis. Il n'y a pas d'explosion émotionnelle pour marquer la fin, seulement un vide. L'après, le silence encore plus lourd. Après le divorce, le silence ne disparaît pas. Il change de nature, ce n'est plus un silence imposé par la relation, mais un silence choisi ou subi par nécessité. Alexandra aurait ressenti une forme de soulagement mêlée à une culpabilité sourde. Celle de n'avoir jamais réussi à dire ce qui faisait mal. Celle d'avoir tenu trop longtemps. David, lui, aurait éprouvé une sensation différente. Celle d'avoir perdu sans vraiment avoir combattu. Sans cri, sans explication finale, sans cette confrontation qui permet parfois de tourner la page. Deux vécus distincts, une même fracture. Et si parler plus tôt avait tout changé, il n'y a jamais de réponse claire à cette question. Elle hante, elle accompagne, elle nourrit parfois un désir tardif de vérité. Car quand le silence a duré trop longtemps, il arrive qu'un jour, enfin, quelqu'un ressente le besoin de parler. Non pour accuser, mais pour exister à nouveau. Il y a un moment, après certaines séparations, où le silence cesse d'être un refuge. Il devient un poids, une chape invisible qui empêche de respirer pleinement. Ce moment n'arrive pas immédiatement après le divorce. Il surgit plus tard, quand la tempête est passée, quand l'extérieur a cessé de poser des questions, quand le monde semble avoir tourné la page, mais pas l'intérieur. Pourquoi parler maintenant? La question revient souvent, presque accusatrice. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années de discrétion? Dans cette histoire, la réponse n'est ni la vengeance, ni le besoin de scandale. Elle est plus intime, presque existentielle. Parler ne serait pas un acte contre l'autre, mais un geste pour soi. Car le silence prolongé finit par brouiller l'identité. Quand on s'est longtemps défini par ce que l'on ne dit pas, il devient difficile de savoir qui l'on est vraiment. Dans ce récit, Alexandra aurait compris que son mutisme, autrefois protecteur, était devenu une forme d'effacement. La parole comme reconstruction, briser le silence, ici, ne signifie pas tout révéler. Il ne s'agit pas de livrer des détails croustillants ni de réécrire l'histoire à charge. Il s'agit de reprendre possession de son récit intérieur. Pendant des années, la narration de la relation aurait été figée. Un couple discret, élégant, sans heurts, une image lisse, rassurante, mais incomplète. Or, vivre dans une histoire qui ne vous ressemble plus finit par créer une dissonance profonde. Parler devient alors un acte de reconstruction, une manière de dire « j'ai vécu autre chose que ce que vous imaginez ». Sans entrer dans l'accusation, sans chercher à convaincre, juste exister dans la nuance, le risque de la parole. Mais parler comporte toujours un risque, surtout quand on a bâti sa vie sur la retenue. Dans ce récit, Alexandra aurait hésité longuement, car chaque mot prononcé ouvre la porte à l'interprétation, au jugement, à la récupération médiatique. Et une fois la parole libérée, il est impossible de la reprendre. Il y a aussi la peur de blesser. Même après une séparation calme, l'autre reste lié par des années communes, par des enfants, par une histoire partagée. Parler, c'est accepter que l'autre puisse se reconnaître ou se sentir attaqué dans ce récit. Ainsi, la parole devient un exercice d'équilibriste. Dire sans détruire, exprimer sans accuser. Le mythe du cauchemar, le mot cauchemar, n'est jamais utilisé à la légère. Il ne désigne pas une violence spectaculaire, mais une expérience subjective, celle d'un enfermement émotionnel, d'une vie vécue sous contrôle permanent, d'une sensation d'étouffement qui ne laisse pas de traces visibles. Un cauchemar, parfois, n'est pas fait de cris, il est fait de silences répétés, de concessions constantes, d'un renoncement progressif à soi-même. C'est cette nuance que la parole chercherait à restituer, non pour condamner l'autre, mais pour expliquer une souffrance longtemps incomprise, y compris par celle qui l'a vécue. Parler sans se justifier, la parole n'est plus défensive. Elle ne cherche plus à expliquer pourquoi le mariage a échoué, mais ce qu'il a coûté intérieurement.
Dans cette histoire, Alexandra n'aurait pas parlé pour se faire plaindre. Elle aurait parlé pour cesser de se taire, pour affirmer que la discrétion n'efface pas la douleur et que le silence n'est pas toujours synonyme de maturité. Parler devient alors un acte de maturité tardive, une façon d'assumer que l'on n'a pas tout bien fait, mais que l'on a le droit, enfin, de nommer ce que l'on a ressenti. Une parole incomplète mais nécessaire, une fissure dans des années de mutisme. Une parole encore mesurée mais irréversible, dire un peu c'est déjà ne plus disparaître. Car parfois, il ne s'agit pas de raconter toute la vérité. Il suffit de refuser que le silence soit la seule version autorisée de l'histoire. Il existe une illusion tenace autour de la parole libérée, celle qu'elle résout tout, qu'après avoir parlé, on serait enfin apaisé, qu'une vérité dite effacerait automatiquement les années de confusion. Il n'en est rien, la parole ne guérit pas, elle ne répare pas le passé, elle ne transforme pas une expérience douloureuse en victoire, mais elle ouvre un espace nouveau, celui où l'on cesse de se trahir soi-même. La vie après le silence, après avoir brisé le silence, même partiellement, vient une période étrange, une phase de flottement. On ne sait plus très bien qui l'on est sans cette retenue qui a longtemps servi de boussole. Dans ce récit, Alexandra aurait découvert que le silence avait façonné toute sa manière d'exister. Il avait dicté ses gestes, ses choix, ses réactions. Le rompre, même avec prudence, revenait à redéfinir ses contours intérieurs. Il ne s'agissait pas de reconstruire une image publique, mais une cohérence intime. Parler avait créé un vide, et ce vide devait maintenant être habité. Ce qui ne sera jamais dit, toute parole est un choix. Et tout choix implique un renoncement. Beaucoup de choses resteraient à jamais inexprimées. Non par peur, mais par maturité. Certaines vérités n'apportent rien une fois exposées, elles n'éclairent pas, elles brûlent. Il y a des détails qui appartiennent à l'intimité et qui ne gagnent rien à devenir publics. Il y a aussi des douleurs que l'on comprend mieux en silence qu'en discours. Ainsi, la parole libérée ne serait pas totale. Elle serait maîtrisée, sélective, presque austère, parce que dire tout n'est pas toujours dire juste. La fin du rôle, l'un des effets les plus profonds de cette parole tardive serait la fin d'un rôle longtemps endossé sans le questionner. Celui de la femme forte, discrète, inébranlable, celle qui ne dérange pas, celle qui absorbe. Dans ce récit, Alexandra aurait compris que ce rôle, admiré de l'extérieur, avait été coûteux de l'intérieur. Il l'avait protégée, certes, mais aussi isolée. Il avait évité les conflits, mais empêché la rencontre véritable. Renoncer à ce rôle ne signifiait pas devenir faible, cela signifiait devenir réel. L'autre version de la liberté qui suit une séparation n'est pas toujours euphorique. Elle peut être silencieuse, presque inconfortable, car elle oblige à faire face à soi, sans cadre, sans scénario prédéfini. Dans cette histoire, la liberté ne serait pas celle de tout recommencer, mais celle de ne plus se censurer intérieurement. De reconnaître que certaines relations, même sans violence visible, peuvent être profondément destructrices. Et surtout, que survivre à un amour silencieux est déjà une forme de courage. Le mot cauchemar, revisité. Le terme cauchemar, s'il devait être compris dans ce récit, ne renverrait pas à une succession d'horreurs, mais à une expérience de dépossession progressive. Un cauchemar peut être doux en apparence, il peut être élégant, il peut même être admiré. Mais s'il vous empêche de respirer pleinement, s'il vous contraint à taire ce que vous êtes, alors il mérite d'être nommé, même tardivement. Non pour condamner, mais pour ne plus nier. Ce que cette histoire laisse derrière elle, ce récit, ne se conclut ni par un triomphe, ni par un règlement de compte. Il se termine par une forme de lucidité apaisée. Parler n'a pas transformé le passé, mais cela a changé la manière de l'habiter. Et parfois, c'est tout ce que l'on peut demander à une vérité tardive. Non pas réparer, mais permettre d'avancer sans se mentir. Briser le silence dans ce contexte n'est pas une revanche, c'est un acte de survie. Et parfois, survivre dignement est la seule victoire possible.